Donc Denis Couvet, professeur au Muséum en biologie de la conservation. Donc mon travail de recherche est sans doute aussi mon itinéraire et comment cela m'a conduit au sauvage. En fait, je le verrai sur trois étapes. La première, c'est mon intérêt pour l'écologie et pour les systèmes écologiques, c'est-à-dire la manière finalement dont les écosystèmes et même les sociétés fonctionnent en interaction avec cette notion de système adaptatif complexe, c'est-à-dire une très grande complexité des composants, des interactions et une adaptation. Adaptation aussi bien des humains, ça c'est un peu trivial, c'est ce à quoi on pense, mais adaptation aussi de l'ensemble des organismes vivants. Cela m'a conduit assez naturellement à la biodiversité, parce que la biodiversité est tout à fait fondamentale dans les systèmes écologiques. On peut dire que c'est une autre manière d'aborder les systèmes écologiques, et c'est la manière dont elle se présente maintenant dans l'aspect des politiques publiques, dans l'aspect des politiques de manière plus générale. Et l'autre étape, c'est ma formation d'agronome. Donc effectivement, je suis passé par une école d'agronomie, où je pensais que l'agronomie, c'était un peu une application de l'écologie, et en fait, où j'étais en quelque sorte peut-être un peu déçu, c'est-à-dire que l'agronomie, en tout cas il y a quelques décennies, en fait s'est un peu placée dans cette perspective que finalement les humains allaient dominer la nature. Et il s'agissait finalement pour les agronomes de mieux dominer la nature. Et ce qui m'apparaissait d'emblée, c'est que cette idée de domination de la nature, de par la prépondérance et la prévalence du sauvage, était un peu une illusion. C'est-à-dire qu'il fallait sans doute adopter une approche beaucoup plus modeste en tant qu'agronome face à la nature et donc face à ce sauvage que l'on connaît très mal et que l'on maîtrise encore moins. Alors pourquoi effectivement ce présupposé de domination de la nature de la part des agronomes me semble un peu malvenu, une idée un peu, enfin pas forcément très fructueuse. On peut le placer de différentes manières. Il y a tout d'abord la lutte contre les ravageurs des cultures, dont on s'aperçoit que c'est une lutte qui est sans cesse renouvelée, et les solutions qu'on pensait miraculeuses, telles que les OGM, en fait, sont finalement des solutions qui finalement ont des perspectives qui sont assez court-termistes, c'est-à-dire que sur le moyen terme, ça ne résout absolument rien. On pourrait ajouter aussi les questions d'eau, c'est-à-dire que quelque part, on a promu l'irrigation, on a promu aussi les forages en profondeur, mais ces forages en profondeur, à nouveau, sont des solutions qui sont très court terme, et finalement, à terme, le problème à nouveau de l'alimentation en eau en agriculture se pose de manière encore beaucoup plus cruciale, puisqu'actuellement, on a quasiment 1 milliard d'habitants qui sont maintenant très exposés en fait, à la réduction justement des nappes phréatiques. Le changement climatique, bon, l'agriculture n'est pas le facteur principal, mais le changement climatique est aussi une preuve assez éclatante, finalement, de notre incapacité justement à dominer la nature, c'est-à-dire que c'est bien l'inverse, c'est-à-dire que la nature, le sauvage, ce qui échappe aux intentions humaines, en fait, reste très prépondérant. Alors pourquoi la lutte contre les ravageurs est perdue d'avance? Elle n'est pas perdue d'avance, c'est peut-être un peu exagéré, c'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un concept qui est tout à fait central, qui est le concept de reine rouge, en sciences de l'évolution. De quoi s'agit-il avec le concept de reine rouge? L'idée est la suivante, en fait, elle vient de Lewis Carroll. Il y a cet épisode d'Alice au Pays des Merveilles, où Alice rencontre la reine rouge, et elles se mettent à courir très vite dans le paysage. Et puis, au bout d'un moment, elles s'arrêtent. Alice est très essoufflée et à sa grande surprise, elle s'aperçoit qu'en fait, elle n'a pas changé de place dans le paysage. Et ce que lui explique la Reine Rouge, c'est que en fait, le paysage s'est déplacé à la même vitesse. Et l'idée qui est très importante, c'est que pour garder notre place au sein de la planète, garder notre place au sein des systèmes écologiques et au sein de la biodiversité, eh bien, il faut sans cesse s'adapter parce que l'ensemble des organismes vivants avec lesquels nous sommes en compétition, dont nous nourrissons, donc nos proies, ceux qui éventuellement peuvent être nos prédateurs, nos ravageurs, nos pathogènes, eh bien, évoluent sans cesse. C'est-à-dire que le sauvage évolue sans cesse, et pour garder notre place face au sauvage, eh bien, il faut que nous adaptions sans cesse. Nous adaptions sans cesse, mais inversement,
l'idée qui serait que eh bien, nous allons nous adapter et que finalement le sauvage, lui, va rester en place, est une idée qui est radicalement fausse. Donc, dans nos stratégies de lutte contre les ravageurs, eh bien, il faut inférer cette capacité d'adaptation, d'évolution énorme du sauvage, sachant que les sauvages, en fait, sont en nombre beaucoup plus important que les humains. Par exemple, les animaux, c'est de l'ordre de 10 puissance 18 individus versus 10 puissance 7 de l'ordre de 10 puissance 7 humains. Mais les micro-organismes, c'est de l'ordre de 10 puissance 30 individus à l'échelle de la planète. Et tous ces micro-organismes et ces animaux eh bien, évoluent sans cesse. Et évidemment, nos cultures, nos espèces domestiquées sont des ressources de la nourriture intéressantes pour l'ensemble de ces organismes. Donc ces organismes sans cesse évoluent pour s'adapter. Donc à partir de là, eh bien, il faut adopter, alors il y a le terme un peu barbare, de gestion dynamique finalement des ravageurs, c'est-à-dire que nos stratégies eh bien, doivent intégrer de manière à ralentir, l'idée c'est de ralentir l'adaptation des ravageurs. Donc là, il existe différentes solutions. Et l'idée, c'est qu'il faut une lutte multi-échelle, rendre le paysage agricole, par exemple, hostile aux ravageurs. Donc il y a différentes solutions qui peuvent jouer, par exemple, sur la taille et la forme des parcelles, par exemple, c'est une des stratégies. Mais par exemple, développer un produit toxique, répandre ce produit toxique sur 100 millions d'hectares et penser que du coup il va être efficace pendant très longtemps, évidemment est totalement erroné parce que forcément si vous répandez le même produit toxique sur 100 millions d'hectares, eh bien très rapidement vous aurez plein de stratégies d'adaptation, la reine rouge, plein d'organismes qui deviendront résistants. Et c'est exactement ce que nous avons fait avec le glyphosate. Nous avons effectivement développé des OGM résistantes au glyphosate qui ont été mises chez le soja, le maïs, le coton, sur effectivement 120 millions d'hectares. Et très rapidement, effectivement, tout un ensemble de mauvaises herbes sont devenues résistantes au glyphosate. Et c'est devenu maintenant un problème agronomique majeur aux États-Unis. Tout ça là parce qu'ils n'ont pas tenu compte du potentiel adaptatif des sauvages et en l'occurrence des mauvaises herbes, des plantes sauvages. Donc s'agit-il d'aller au-delà de la guerre du sauvage et plutôt d'envisager effectivement des rapports positifs de type coopération avec le sauvage? Évidemment, les rapports de coopération sont totalement indispensables et je vais y revenir, c'est même tout à fait essentiel. Je voudrais quand même revenir sur la question de guerre avec le sauvage. Cette expression me gêne un peu, c'est-à-dire que de par la prépondérance du sauvage, en fait la guerre avec le sauvage, elle est perdue d'avance. C'est-à-dire que ce qui me paraît important en tant qu'écologue, c'est d'insister à travers cette prépondérance du sauvage sur la nécessaire coexistence en fait avec le sauvage, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être en guerre, et notamment avec les ravageurs, mais plutôt d'envisager une coexistence qui soit beaucoup plus pacifique. Voilà. Donc coexistence de la plus pacifique possible avec les ravageurs. Ensuite, donc, en ce qui concerne effectivement la coopération avec le sauvage. La coopération avec le sauvage, elle est totalement indispensable parce que le fonctionnement des systèmes écologiques dépend de manière essentielle de l'ensemble du sauvage. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, nous-mêmes ou nos espèces domestiquées, en fait, sont remplies de micro-organismes qui en fait sont totalement sauvages et qui sont totalement indispensables, aussi bien à la vie des plantes, des animaux qu'à nous-mêmes. Donc de toute manière, nous ne pouvons pas nous passer de ce sauvage. Alors, comment en fait conceptualiser un peu cette coopération? En fait, en quoi le sauvage nous est tout à fait indispensable? C'est là que la notion de service écosystémique, qui est un peu controversée, me paraît une approche analytique relativement intéressante du sauvage. C'est-à-dire que derrière, en fait, profondément, quand les écologues parlent de service écosystémique, ils argumentent sur l'importance tout à fait essentielle du sauvage pour les humains. Les humains ne peuvent pas se passer dans leur société du sauvage et effectivement que ce soit la pollinisation, le stockage du carbone, la rétention des nitrates, stopper l'érosion des sols, toutes ces activités effectivement dépendent essentiellement d'espèces sauvages. Un exemple par exemple, c'est le cas de la pollinisation. La pollinisation, les abeilles domestiques jouent un rôle relativement mineur dans la pollinisation. Les écologues montrent de manière répétée que les pollinisateurs sauvages sont une composante tout à fait essentielle de la pollinisation, notamment dans nos écosystèmes agricoles, et que même actuellement, en fait, le renforcement
des abeilles domestiques, en fait, a un effet souvent négatif sur les pollinisateurs sauvages et globalement sur la pollinisation en système agricole. Donc là aussi, on a une opposition en fait entre domestiqué et sauvage, et la non prise en compte du sauvage dans la pollinisation nous pose des problèmes. Comment on passe de paradigme de guerre en fait avec le sauvage à un paradigme de coexistence avec le sauvage? Une illustration, on va y revenir, c'est le cas des ravageurs des cultures. L'idée, globalement, c'est en fait d'offrir un espace écologique relativement restreint aux ravageurs, considérant que de toute façon des espèces qui candidatent au rôle de ravageurs, finalement profiter, se nourrir de nos cultures, seront toujours présentes. Donc du coup, minimiser les opportunités et l'étendue des dégâts qu'elles peuvent faire à nos cultures. Et une des manières de faire, eh bien, c'est de diversifier les cultures dans l'espace et dans le temps. À partir du moment où vous avez cette diversification, eh bien, ce qui va se passer, c'est que chaque ravageur, en fait, en général, s'adapte à un type de culture. Donc, si ces cultures sont peu présentes dans l'espace, si elles sont disséminées dans l'espace, eh bien, la capacité d'extension dans l'espace va être limitée. Et puis, si ça change de culture d'année en année, eh bien, la possibilité de passage d'une année à l'autre va être, elle aussi, limitée. Donc à partir de là, eh bien, il y aura une certaine diversité de ravageurs, mais chacun de ces ravageurs, finalement, aura des impacts qui sont relativement mineurs. Alors, pourquoi c'est un peu difficile de passer de cet état de guerre à cet état de coexistence? Parce que diversifier les cultures dans l'espace et dans le temps, eh bien, ça suppose de changer nos systèmes agronomiques modernes. Grosso modo, les systèmes agronomiques modernes ont été axés sur l'idée de standardisation et d'uniformisation dans l'espace et dans le temps. Et pourquoi? La logique, elle est de type industriel ou fordiste. C'est-à-dire que ça permet d'avoir des machines de très grande taille et d'avoir en fait ce qu'on appelle des économies d'échelle, c'est-à-dire qu'on pratique le même type de technique agricole sur des centaines, voire des milliers d'hectares, des années répétées. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'un nombre limité d'appareils, de techniques, d'un nombre limité aussi de savoirs pour les agriculteurs. Ça veut dire qu'ils ont besoin de maîtriser aussi un plus petit nombre de savoirs. Donc évidemment, cette standardisation, elle est, du point de vue des humains et du point de vue industrialiste, si on considère effectivement que les systèmes vivants sont des systèmes relativement inertes, sans adaptation, c'est quelque chose de très avantageux. Mais c'est là que si on introduit la complexité du sauvage et effectivement ses capacités d'adaptation, eh bien on voit que cette stratégie d'uniformisation, effectivement, elle est vouée à l'échec. Donc ça veut dire que, il faut peut-être moins raisonner en termes d'économie d'échelle, en termes de productivité du travail humain, et beaucoup plus en fait raisonner par rapport aux capacités d'adaptation du sauvage et à l'importance de la coexistence avec ce sauvage. Ça devient effectivement un principe très important dans le raisonnement, dans la rationalité des systèmes agronomiques. Quel nouveau savoir nécessaire pour la coexistence avec le sauvage? Schématiquement, il me semble qu'il y a 3 types de savoirs à développer. Le premier type de savoir, ça concerne les fonctions écologiques. Les fonctions écologiques, elles sont multiples, elles sont nécessaires effectivement au bon fonctionnement des systèmes écologiques. Et là, le rôle du sauvage est tout à fait essentiel, mais reste encore largement ignoré. Par exemple, quel est le rôle des micro-organismes du sol dans la fertilité des sols, dans les possibilités d'augmentation des rendements ou de maintien simplement des rendements, parce qu'actuellement, effectivement, on a un plafonnement des rendements en agriculture. C'est une question qui est tout à fait essentielle. Dans le stockage du carbone, par exemple, aussi, est-ce que les écosystèmes assez rapidement vont déstocker du carbone face au réchauffement climatique, ou bien est-ce qu'il y a des possibilités de stockage supplémentaires? Là aussi, le sauvage joue un rôle tout à fait fondamental et la manière dont il répond dans ses fonctions écologiques au réchauffement climatique est une question qui est tout à fait essentielle. La pollinisation, quel est le rôle des pollinisateurs sauvages? Qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est la diversité en espèces? Est-ce que c'est le nombre d'individus? Quelles sont les espèces qui sont tout à fait importantes? C'est une question qu'il faut effectivement investiguer. On pourrait la résumer sous l'aspect réseau écologique, c'est-à-dire que ce qui se passe, en fait, les espèces interagissent. Elles interagissent dans des chaînes alimentaires,
elles interagissent aussi dans des symbioses, des coopérations, des mutualismes entre les plantes et les pollinisateurs, dans des interactions négatives entre les plantes et les animaux et leurs pathogènes. Donc ces réseaux écologiques, comment ils se structurent, quelles sont les espèces qui sont tout à fait essentielles dans ces réseaux, qui font que les réseaux s'adaptent plus ou moins rapidement, facilement aux changements globaux, ce sont des questions, des savoirs qui sont très importants à développer. Le deuxième type de savoir, qui est tout à fait indispensable, ça concerne le potentiel adaptatif du sauvage, c'est-à-dire quelles sont les possibilités d'adaptation du sauvage face aux changements globaux, sachant que ces capacités d'adaptation, elles peuvent être négatives pour nous, c'est-à-dire par exemple les bactéries qui s'adaptent aux antibiotiques ou les ravageurs qui s'adaptent aux pesticides, ou inversement, elles peuvent être tout à fait positives lorsque les pollinisateurs sauvages arrivent à s'adapter à l'uniformisation des paysages ou au réchauffement climatique, par exemple. Donc là aussi, de quoi ça dépend? Est-ce que la taille du génome, le nombre de gènes chez une espèce, interagit de manière positive sur effectivement ses capacités adaptatives? Quelle est l'importance de l'effectif des espèces? Est-ce qu'une espèce qui a beaucoup moins d'individus a beaucoup moins de capacité à s'adapter aux changements globaux? Ce sont des questions aussi qui sont importantes. Comment la fragmentation aussi des populations qui sont organisées, qui sont plus ou moins séparées. Est-ce qu'il faut qu'elles soient très séparées pour maximiser le potentiel adaptatif d'une espèce? C'est les questions qui sont importantes sur ce potentiel adaptatif. Enfin, le troisième type de questions qui paraît tout à fait essentiel, c'est ce qu'on pourrait appeler l'inventaire de la biodiversité, et plus précisément l'inventaire des micro-organismes. C'est-à-dire que, grosso modo, si on raisonne simplement en nombre d'espèces, même si c'est un peu schématique, on considère que chez les plantes et les animaux, on a de l'ordre de 10 millions d'espèces. Chez les micro-organismes, l'estimation qui maintenant commence à sortir serait de l'ordre de 10 puissance 12 à 10 puissance 13 espèces. Donc le nombre d'espèces est beaucoup plus important chez les micro-organismes que chez les plantes et les animaux, ce qui n'a rien de surprenant, parce que le nombre d'individus est infiniment supérieur. On considère qu'il y a de l'ordre de 10 puissance 30 en micro-organismes, en nombre d'individus, versus quelque chose comme 10 puissance 18 animaux. Donc on voit effectivement la disproportion. Et ces micro-organismes ont des rôles écologiques qui sont tout à fait fondamentaux. Pour prendre un autre type de chiffre, chez chaque individu, chaque humain, a de l'ordre de 10 puissance 13 cellules, il a de l'ordre de 3 fois plus micro-organismes, c'est-à-dire qu'on a plus de micro-organismes que de cellules. Et ces micro-organismes sont tout à fait indispensables, aussi bien dans notre système digestif que dans la régulation de notre système immunitaire. Par exemple, les allergies, le rôle des micro-organismes est sans doute très important. Donc rôle écologique important, diversité évolutive tout à fait essentielle, et on sait encore peu de choses effectivement sur l'importance de ces micro-organismes. Donc là aussi, on a besoin de beaucoup mieux comprendre. On sait qu'on a perdu par exemple pas mal de micro-organismes dans les sols. Est-ce que c'est grave? Le fait qu'on ait beaucoup plus de bactéries dans les sols de l'agriculture industrielle et qu'on ait perdu en champignons, est-ce que c'est un problème? Ça fait partie des questions qui sont effectivement tout à fait essentielles, que l'on doit développer dans cette connaissance du sauvage. Qu'est-ce qui fait obstacle effectivement à la connaissance du sauvage et comment franchir ces obstacles? Alors, avant de parler des obstacles, je vais d'abord parler de ce qui nous aide à comprendre le sauvage. Et de ce point de vue-là, l'écologie, les sciences de l'évolution sont tout à fait fondamentales pour comprendre le sauvage. En ce qui concerne l'écologie, la notion de système adaptatif complexe, donc le fait qu'on ait une grande diversité d'organismes, sachant qu'une bactérie, un éléphant fonctionnent de manière très différente, mais qui sont en interaction dans un même écosystème, et que chacun sont capables d'adaptation avec des stratégies adaptatives qui sont fort différentes, mais l'un n'a pas forcément à envier l'autre. Est-ce que les bactéries ont un potentiel adaptatif plus important que les éléphants? Ce n'est pas du tout évident, simplement il y a des différences dans ce potentiel. Donc système adaptatif complexe est une notion tout à fait importante effectivement pour aborder le sauvage. Donc à l'écologie en fait, et là d'ailleurs je viens déjà d'aborder l'évolution. Donc effectivement l'évolution, le darwinisme est un principe tout à fait fondamental pour comprendre le sauvage.
Grosso modo, de quoi s'agit-il? Darwin l'a très bien énoncé, hein, Darwin d'ailleurs s'appuyant sur Malthus. C'est-à-dire que dans la planète, vous avez une certaine quantité de ressources et à partir de là, eh bien, le sauvage, pour survivre, doit pouvoir effectivement se nourrir, récupérer un certain nombre de ressources et sans cesse, il élabore de nouvelles stratégies de manière soit à garder ses ressources, soit effectivement à trouver de nouvelles ressources. Et la sélection naturelle fait eh bien, que les sauvages qui vont gagner la lutte, effectivement, dans cette lutte pour les ressources, eh bien, vont l'emporter sur ceux qui, finalement, ne seront pas capables d'adaptation. Donc, on a des principes assez importants, assez bien bornés, qui nous permettent, effectivement, d'aborder le sauvage. Alors maintenant, quel est l'obstacle, en fait? L'obstacle, en fait, c'est sans doute la notion de complexité. C'est-à-dire qu'effectivement, ces systèmes adaptatifs sont d'une très grande complexité. La notion de complexité, c'est une notion qui, on pourrait dire d'ailleurs, est assez complexe. C'est-à-dire qu'actuellement, de quoi s'agit-il exactement? Comment on aborde un système complexe? C'est une question qui agite l'ensemble des sciences. Les mathématiciens, les physiciens se sont beaucoup intéressés à la question il y a quelques décennies, les biologistes ensuite. Il n'est pas du tout évident d'ailleurs que dès qu'on aborde les systèmes écologiques ou les systèmes sociaux, on a sans doute un degré de complexité qui est encore bien supérieur à celui de l'individu et à celui des systèmes physiques, à cause justement de cette capacité d'adaptation. En fait, ce principe darwinien que les organismes ont des stratégies de manière à survivre, à se reproduire, et chacun a sa propre logique et a sa propre finalité. Ce qui est une différence avec un système physique, avec une machine, la machine a une seule finalité. Alors qu'un système écologique, eh bien, c'est la réunion de quasiment une infinité d'organismes qui chacun ont leur propre finalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas un système central qui contrôle l'ensemble des entités qui sont présentes dans ce système écologique. Et ça, forcément, ça rend le fonctionnement de l'ensemble beaucoup plus complexe. Voilà, donc la complexité, c'est un obstacle. Et à partir de là, eh bien, comment franchir l'obstacle? Eh bien, c'est effectivement d'analyser la complexité, de comprendre de quoi s'agit-il et comment on essaye d'adopter des approches scientifiques rationnelles par rapport à cette notion de complexité. On a parfois l'impression d'une espèce d'irrationnel face à la complexité, et notamment le fait qu'il faudrait une seule approche. Et là, le perspectivisme est sans doute totalement indispensable, c'est-à-dire qu'un système complexe, pour l'aborder, il y a forcément nécessité de différents angles d'approche. Pour les systèmes sociaux, on comprend bien, par exemple, que l'approche sociologique, l'approche économique ou l'approche politique d'une société sont tout à fait indispensables, se complètent et se nourrissent l'une de l'autre. Pour les systèmes écologiques, de la même manière, l'approche des écologues, l'approche des évolutionnistes, l'approche des naturalistes ou des systématiciens sont différentes et chacune, effectivement, sont complémentaires et se nourrissent les unes des autres. Donc, nécessité de diversité des approches face à cette complexité et donc sans doute, effectivement, avoir plusieurs manières d'aborder la complexité. Alors, est-ce que notre naturalisme limite culturellement notre approche du sauvage? On peut dire de manière un peu triviale, bien sûr, c'est-à-dire, mais ce n'est pas le naturalisme en soi. C'est simplement, en fait, chaque culture est une limite en fait à l'approche de la complexité, parce que quelque part, pour aborder la complexité, il faut sans doute adopter ce que j'appellerais un perspectivisme généralisé. En tant qu'espèce, en tant que société, nous sommes perspectivistes. Les Européens n'ont pas la même perspective que les Nord-Américains ou que les Amérindiens. À partir de là, qu'est-ce que l'on peut faire? Et c'est là que la culture est à la fois un obstacle et un outil aussi. C'est-à-dire que c'est un obstacle si jamais on considère de s'enfermer dans notre culture et considérer que notre culture est supérieure aux autres et qu'elle nous fournit l'ensemble des clés pour aborder la complexité. Mais si inversement, nous pensons que notre culture a été une manière dont nous avons peaufiné depuis peut-être 2 millénaires notre approche de la complexité et qu'à partir de là, mélanger
d'hybrider avec d'autres cultures ou considérer d'autres cultures va nous apporter d'autres manières d'aborder la complexité, donc ce que j'appellerais un perspectivisme généralisé. À partir de là, effectivement, nous avons des outils relativement puissants pour aborder la complexité. Donc ça veut dire effectivement comprendre le perspectivisme des autres cultures, de la culture chinoise par exemple, ou de la culture indienne aussi, qui a une autre approche aussi bien de l'écologie que de l'esprit, aussi la relation entre le corps et l'esprit. Par exemple, les Indiens ont une approche qui est assez différente des Européens et peuvent permettre aussi, par exemple dans le domaine des sciences cognitives, qui quelque part touchent aussi au perspectivisme, d'apporter des perspectives radicalement nouvelles. Donc au sein de l'espèce humaine, effectivement, tenir compte des autres cultures, de leurs autres perspectives, et puis évidemment, étant donné que nous parlons de système écologique, d'interaction avec le sauvage, eh bien les perspectives des autres espèces sont évidemment tout à fait fondamentales. Donc comprendre les perspectives des grands singes, par exemple, des bonobos, mais comprendre les perspectives aussi d'autres espèces plus éloignées, telles que les éléphants, voire des bactéries. Et c'est là que les principes de l'écologie et des sciences de l'évolution peuvent permettre de comprendre, d'aborder quand même les perspectives, parce que finalement, les soucis d'une bactérie ne sont pas si différents que celles des humains. C'est ce qu'essayait de manière très maladroite de montrer la sociobiologie. La sociobiologie, en quelque sorte, montrant que finalement, chaque espèce a grosso modo un peu les mêmes problèmes, même si après elle y répond de manière assez différente et que sans doute que les humains ont effectivement des structures sociales relativement originales. Voilà. Donc effectivement, regardez les perspectives des autres espèces, des plantes, des animaux, des micro-organismes. Et par rapport à ça, si on revient à la question de la coexistence, peut-être qu'on a un avantage, nous avons peut-être cette capacité en fait à mettre en perspective, en quelque sorte, les perspectives des différentes espèces. Donc de se dire, d'ajouter comme ça les perspectives des bactéries, des éléphants, des pollinisateurs, notre propre perspective, et à partir de là, revisiter nos perspectives à la lumière des perspectives des autres espèces. Et peut-être que ça, nous avons des capacités supérieures à celles des bactéries, des éléphants, justement, de réviser nos perspectives à la lumière des perspectives des autres espèces. Mais c'est une hypothèse. Que nous apprend le sauvage sur nos limites de connaissance? Ce que nous montre le sauvage, effectivement, c'est que nos connaissances sont très insuffisantes. Deux exemples me paraissent assez caractéristiques en fait, de nos limites de connaissance. Le premier, c'est le projet qu'on a appelé Biosphere 2. L'idée, c'était de créer un écosystème fermé dans lequel puisse vivre une poignée d'humains pendant un certain temps, pendant quelques mois. Cette expérience donc, a mobilisé des moyens matériels considérables, a en fait échoué pour des raisons qui restent encore très mal explicitées sur le plan écologique. On peut résumer simplement sur le fait que les expérimentateurs étaient incapables de contrôler la concentration en oxygène qui a chuté de manière très importante dans l'écosystème pour des raisons qui ne sont pas évidentes, qui semblent liées en fait au fonctionnement des sols qui étaient sans doute assez mal reproduits. Ce que montre très clairement cet exemple, c'est toute l'insuffisance de nos connaissances qui font qu'actuellement, on est totalement incapable de recréer un écosystème qui soit fonctionnel et qui soit autonome. Parce que, il y a tout un ensemble d'espèces sauvages qui manifestement sont totalement indispensables. Peut-être que nous ne connaissons pas ces espèces sauvages et en tout cas, nous connaissons très mal leur fonction écologique. Autrement, nous les aurions introduites à la bonne place et avec le bon potentiel évolutif. Un autre exemple de l'insuffisance de nos connaissances, elle est à l'échelle du génome. Il y a une expérience très spectaculaire dont les médias ont beaucoup parlé, qui était la création d'un nouvel organisme vivant en synthétisant le génome. Donc ça, c'est Craig Venter qui l'a fait, qui a réussi cette prouesse. Ce qui a été beaucoup moins dit, c'est que lorsqu'il a créé ce génome de manière effectivement à faire un nouvel organisme vivant, 2/3 des gènes qui ont été synthétisés sont des gènes dont la fonction est totalement inconnue. On ne sait pas à quoi ils servent. Craig Venter ne sait même pas lui à quoi ils servent. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a reproduit de manière très bête ce que l'on connaissait sur les génomes. C'est-à-dire qu'actuellement, on sait déchiffrer le génome, mais c'est un peu comme lorsque au 19e siècle, au début du 19e siècle, on allait lire les hiéroglyphes
en Égypte, mais qu'en fait on ne savait pas du tout quelle était la signification. Donc on pouvait effectivement les recopier, mais à partir de là, tant qu'on n'avait pas la pierre de Rosette, et là en l'occurrence la pierre de Rosette, elle va sans doute être beaucoup plus difficile à trouver en ce qui concerne les génomes. Donc quelque part, effectivement, même au sein du génome, même d'un micro-organisme, puisqu'en l'occurrence il s'agissait d'un micro-organisme, donc des tailles de génome qui sont relativement faibles par rapport à la taille de génome d'une plante ou d'un animal, eh bien, il y a d'énormes parties dont on ne connaît absolument pas la fonction. Donc effectivement, ce sauvage, ces gènes que je qualifierais de sauvages, eh bien, il reste tout à fait prépondérant. Donc effectivement, un grand nombre de limites dans nos connaissances. Il y a une partie énorme du sauvage, on ne sait pas à quoi il sert, quelle est l'importance en ce qui nous concerne, quelles sont les menaces qu'il peut représenter ou les possibilités de coexistence ou de coopération. Et puis, dans ces limites de connaissances, on peut le voir aussi de manière plus positive. C'est que quelque part, à travers cette prépondérance du sauvage, aussi bien sur le plan quantitatif que sur le plan de l'adaptation, à travers le concept de reine rouge, la capacité du sauvage effectivement à évoluer très rapidement, peut-être sans doute plus rapidement que nous-mêmes, eh bien, il nous rappelle aussi la modestie des connaissances scientifiques que l'on a. Et la modestie des connaissances scientifiques, elle paraît tout à fait fondamentale lorsqu'il s'agit de prendre des décisions collectives, c'est-à-dire que des décisions collectives qui reposeraient sur l'idée qu'à travers les sciences, nous maîtrisons l'essentiel en fait des connaissances nécessaires à comprendre le fonctionnement et la dynamique des systèmes écologiques comme des systèmes sociaux, serait une manière de voir les choses qui paraît sans doute un peu erronée, c'est-à-dire que quelque part, eh bien, le manque de connaissances est tout à fait indispensable, adopter une certaine modestie. Et le sauvage est là pour nous rappeler effectivement l'importance de la modestie qu'il y a à adopter lorsqu'il s'agit de gérer les systèmes écologiques ou de gérer les systèmes sociaux. Et c'est là d'ailleurs que le terme de pilotage des systèmes écologiques ou pilotage des systèmes sociaux est un terme qui est peut-être un peu maladroit parce que le pilotage, quand même, quelque part, ça suppose que c'est une machine dont on comprend bien le fonctionnement, dont on comprend bien la finalité. Et de ce point de vue-là, il ne s'agit pas de piloter les systèmes écologiques ou de piloter les systèmes sociaux. Donc il s'agit plutôt d'arriver à coexister, à diriger, ou diriger même en tout cas, orienter peut-être la dynamique des systèmes écologiques ou des systèmes sociaux. Comment attribuer une juste valeur au sauvage? Alors, cette question, elle est sous-jacente à un certain nombre de travaux et de controverses. On va peut-être commencer par la controverse. La controverse, grosso modo, elle tourne autour du sauvage et de la biodiversité, c'est-à-dire qu'est-ce qui importe? Est-ce que c'est la valeur intrinsèque du sauvage, donc la valeur en soi, indépendamment de toute utilité pour les humains, ou bien est-ce que ce qui importe, c'est la valeur utilitariste, la valeur instrumentale, donc en quoi c'est important pour les humains. En tant qu'écologue et évolutionniste, j'ai tendance à considérer que cette controverse, elle est stérile, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une synergie entre ces deux types de valeurs. L'une ne s'oppose pas à l'autre, c'est-à-dire que de toute manière, ce n'est pas parce qu'une espèce a une valeur utilitariste qu'elle n'a pas de valeur intrinsèque, et inversement. Et surtout en tant qu'écologue, le handicap que je vois, c'est que finalement, la connaissance au sein de nos sociétés de l'importance de l'écologie, de la biodiversité, du sauvage, est très gravement sous-estimée. Donc à partir de là, en tant qu'écologue, une de mes difficultés, c'est finalement d'intervenir dans la représentation des personnes, de celles qui n'ont pas la culture en écologie, de leur faire comprendre l'importance du sauvage. À partir de là, pour leur faire comprendre l'importance du sauvage, eh bien, différentes approches sont nécessaires. Donc expliciter effectivement la valeur d'existence, et ça, en tant qu'écologue, je ne suis pas forcément le plus à l'aise, je pense que c'est plutôt de l'ordre des philosophes et des sciences sociales, mais en tant qu'écologue, en tout cas, la valeur instrumentale, utilitariste, effectivement, de la biodiversité, du sauvage, est un angle d'approche de manière à sensibiliser les sociétés à l'importance du sauvage. Sachant que, nous en avons parlé, nous l'avons vu dans d'autres questions, étant donné nos limites épistémiques, de toute manière, lorsque nous avons trouvé
même si jamais nous avions une espèce sur laquelle nous n'avions qu'une valeur d'existence, nous n'avions pas trouvé de valeur utilitariste, évidemment, ça n'est qu'un début. C'est-à-dire que vu l'insuffisance de nos connaissances, ça ne conduit pas à la conclusion que cette espèce n'a pas de valeur utilitariste. Donc c'est comme ça que les écologues ont été amenés effectivement à faire des exercices finalement de monétarisation de la biodiversité qui en fait sont des exercices de monétarisation du sauvage. Le point qui me paraît tout à fait essentiel, c'est que cette monétarisation du sauvage, ça n'est certainement pas une minorisation du sauvage. Bien au contraire, c'est une manière de sensibiliser les sociétés à l'importance du sauvage en utilisant un discours, des unités que les sociétés comprennent relativement bien, même si jamais, lorsqu'elles ont développé ces modes de raisonnement, c'est des raisonnements économiques, en fait, elles ont soigneusement oublié le sauvage. Mais c'est une manière de faire rentrer le sauvage dans l'économie. Et effectivement, la place du sauvage en économie, c'est un sujet tout à fait important, parce que le sauvage doit être réintégré dans l'ensemble des disciplines. Le sauvage n'est pas réservé à l'écologie et à l'anthropologie. Les sciences politiques, les sciences juridiques et les sciences économiques vont devoir effectivement gérer le sauvage. Et de ce point de vue-là, la monétarisation du sauvage a été un exercice qui a été plutôt très fructueux en tant qu'écologue, parce que ce que montrent les exercices répétés, notamment dans les pays riches, c'est que par exemple dans les écosystèmes agricoles, actuellement une meilleure gestion du sauvage est un enjeu économique qui est beaucoup plus important que d'augmenter la production agricole. C'est-à-dire qu'une meilleure gestion finalement du sauvage qui est important pour éviter nos allergies, de manière à contrôler les ravageurs des cultures, éviter l'intrusion des pathogènes, améliorer la qualité des paysages, stocker du carbone, parce que c'est le sauvage qui stocke le carbone, eh bien, lorsqu'on commence à monétariser, on s'aperçoit que c'est des enjeux qui sont beaucoup plus importants pour le développement économique humain des pays riches que plutôt d'augmenter la production agricole. Donc on voit effectivement que économiquement, le sauvage est très important et une meilleure coexistence avec le sauvage est un enjeu économique tout à fait essentiel. Avoir une entrée utilitariste du sauvage limite-t-il nos capacités d'interaction avec le sauvage, les possibilités de réfléchir à nos relations avec le sauvage? En fait, l'entrée utilitariste, tout dépend de ce que l'on va en faire. C'est-à-dire que si jamais le sauvage nous est utile, est-ce que ça veut dire pour autant que nous allons limiter notre interaction avec le sauvage dans ce qui nous est utile? De toute manière, de par les capacités d'adaptation du sauvage, le fait que finalement il nous dépasse largement dans ses capacités d'adaptation, c'est totalement illusoire. C'est-à-dire que penser que l'on va contrôler, qu'on va finalement trier le bon grain de l'ivraie et que finalement on va pouvoir garder que l'aspect utilitaire du sauvage est une complète illusion. C'est-à-dire que le sauvage, de toute façon, va évoluer, va se mouvoir selon sa propre logique. Des fois, ça nous sera utile, des fois, ça nous sera inutile. Et de ce point de vue-là aussi, peut-être qu'il faudrait réfléchir finalement à l'alternative. C'est-à-dire, est-ce que l'alternative, c'est entre sauvage et domestique? Mais dans ce cas-là, où est-ce que l'on place les humains? Les humains sont-ils domestiqués? De ce point de vue-là, la notion de sauvageon, par exemple, rend bien finalement compte du débat. C'est-à-dire que effectivement, ce que nous valorisons chez les humains, c'est quelque part aussi leur composante sauvage, ce qui échappe à notre intentionnalité. Chacun d'entre nous a sa propre intentionnalité qui de toute façon échappe au pouvoir, à ce que voudrait la société. Et ça fait partie finalement du statut et la grandeur de la personne humaine. Donc de toute façon, aucun être vivant n'est complètement domestiqué, que ce soit les humains et les espèces domestiques. Donc de toute façon, la composante sauvage, elle existe chez l'ensemble des organismes vivants, elle est tout à fait essentielle, c'est celle aussi qui correspond notamment aux pulsions et puis finalement à la pression darwinienne en quelque sorte. Donc effectivement, il faut réfléchir. Donc l'écologie, à nouveau, les sciences de l'évolution sont tout à fait fondamentales pour effectivement réfléchir au sauvage. Et l'aspect utilitariste finalement, ou la valeur monétaire du sauvage, est simplement une manière d'intégrer dans le raisonnement économique l'importance de prendre en compte la rationalité du sauvage. Mais elle n'épuise pas le sujet.
c'est exactement comme dans une œuvre d'art, c'est pas parce qu'on lui a donné une valeur monétaire, si on donne une valeur monétaire à la Joconde ou aux Demoiselles d'Avignon, cette valeur monétaire, elle résume de manière très pauvre finalement l'importance de ces œuvres d'art. De la même manière, la valeur monétaire de la pollinisation résume aussi de manière très pauvre finalement l'importance des pollinisateurs. Mais c'est une première approche qui peut être utile dans un certain nombre de décisions à court terme, mais qui sont de toute façon à contextualiser. Comment peut-on voir l'avenir du sauvage? Le sauvage est destiné à prospérer. Et plus la crise écologique s'aggrave, plus le sauvage va sans doute prospérer. Maintenant, quel type de sauvage va prospérer? C'est-à-dire que effectivement, l'inconvénient qu'on pourrait voir, mais c'est une manière très perspectiviste de voir les choses, c'est que ce soit les micro-organismes qui prolifèrent. Et c'est déjà un certain nombre de... C'est déjà souvent le cas, c'est-à-dire par exemple les cyanobactéries, notamment celles qui sont toxiques, effectivement, profitent beaucoup des épisodes de pollution. Les algues vertes sur les plages aussi, c'est du sauvage, effectivement, qui prolifère. Donc en fait, la question c'est plutôt quel est l'avenir des différents types de sauvages. Et là, effectivement, la réponse que je pourrais dire pessimiste, mais c'est une réponse perspectiviste, c'est que les espèces sauvages qui nous sont proches, par exemple les grands singes ou les grands mammifères, effectivement, risquent de disparaître au profit d'espèces sauvages qui nous sont plutôt lointaines, telles que les micro-organismes. Donc l'enjeu, finalement, c'est d'arriver à garder un équilibre en faveur des espèces sauvages qui nous sont proches.